Quand ma belle-fille Claire m'a appelé cet après-midi de mars, en disant « Henri, nous avons décidé de passer quelques jours dans votre maison de plage et nous allons utiliser votre voiture », j'aurais pu réagir. J'aurais pu questionner ce ton d'ordre déguisé en demande. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement accepté, avec cette éducation que j'ai apprise dans mon enfance à Cognac, quand mon grand-père m'a enseigné qu'un homme français ne perd jamais son sang-froid, même quand il est manqué de respect. Ce que Claire ne savait pas, ce que mon propre fils Julien n'imaginait pas, c'est que j'étais parfaitement conscient de chacun de leurs mouvements. Et que derrière la passivité apparente d'un monsieur de 84 ans, il y avait des décennies d'expérience comme notaire, des années à observer la nature humaine se révéler face aux héritages et aux testaments. Je savais exactement ce qui allait suivre, et j'étais déjà préparé. Je m'appelle Henri Beaumont. Je suis né en 1940, dans la région de Charente, dans une famille de viticulteurs qui a presque tout perdu pendant la guerre. Mon père, Auguste Beaumont, cultivait des vignes sur les collines ensoleillées près de Cognac, produisant des raisins qui devenaient ensuite le précieux cognac français. Mais la guerre a tout changé. Les Allemands ont réquisitionné nos terres, notre production, notre dignité. Mon père est mort en 1944, quelques mois avant la libération, le cœur brisé de voir son héritage familial confisqué. Ma mère, Élisabeth, une femme forte aux mains calleuses par le travail, a dû vendre ce qui restait pour nous nourrir, moi et mes 2 sœurs. J'ai appris très tôt la valeur du travail, de la discrétion et de la patience. J'ai appris que la fortune peut disparaître du jour au lendemain, mais que le caractère, lui, reste. À 18 ans, j'ai quitté Cognac pour Bordeaux avec 300 francs dans ma poche et une détermination de fer. Je voulais étudier le droit. Je voulais comprendre comment la loi protège les biens, comment les contrats peuvent sauvegarder ce que le travail construit, comment la justice peut prévenir que d'autres familles ne perdent tout comme la mienne l'avait perdu. J'ai travaillé comme serveur dans un café près de la faculté, je dormais dans une chambre de bonne sans chauffage, je mangeais du pain et du fromage pour économiser chaque sou. Mais j'étudiais. J'étudiais avec une passion que mes professeurs remarquaient. À 23 ans, j'ai obtenu mon diplôme en droit avec mention, et à 25 ans, j'ai été accepté comme clerc, chez un notaire réputé de La Rochelle, maître Gustave Renard. La Rochelle. Cette ville portuaire magnifique, avec ses tours médiévales gardant l'entrée du vieux port, ses rues pavées où résonnent les pas des siècles, son air salin qui porte le parfum de l'océan Atlantique. Je suis tombé amoureux de cette ville dès le premier jour. Maître Renard était un homme sévère mais juste, qui m'a enseigné non seulement les subtilités du droit français, mais aussi la psychologie humaine. Henri, me disait-il souvent en fumant sa pipe dans son bureau, au mur tapissé de livres anciens. Un bon notaire n'est pas seulement un expert en loi, c'est un observateur de l'âme humaine. Tu verras des familles se déchirer devant toi pour des héritages. Tu verras des fils trahir leur père, des épouses mentir à leur mari, des frères se haïr pour quelques milliers de francs. Et ton rôle sera de rester impartial, de protéger la loi et de ne jamais, jamais perdre ton intégrité. J'ai passé 42 ans à suivre ce conseil. 42 ans pendant lesquels j'ai été témoin de l'humanité dans toute sa splendeur et toute sa bassesse. J'ai vu des testaments déchirés, des familles brisées, des vieillards abandonnés. J'ai vu la cupidité transformer des enfants aimants en créatures calculatrices. J'ai vu l'argent révéler le vrai caractère des gens, comme un acide qui ronge le vernis de la civilité pour exposer le métal brut en dessous. Et j'ai juré que, quand mon tour viendrait, je saurais exactement comment agir. C'est à La Rochelle, en 1961, que j'ai rencontré Madeleine Dubois. Elle enseignait la littérature française au lycée Fénelon, une institution prestigieuse près du port. Je l'ai vue pour la première fois dans une librairie de la rue du Palais, feuilletant un exemplaire de « À la recherche du temps perdu » de Proust. Elle portait une robe bleue simple, ses cheveux châtains attachés en chignon, et elle avait cette concentration intense, ce regard absorbé des vrais lecteurs. J'ai rassemblé mon courage et je lui ai parlé.
Vous aimez Proust? Ai-je demandé maladroitement. Elle a levé les yeux, m'a souri avec une douceur qui a fait chavirer mon cœur, et a répondu: Proust comprend que le véritable luxe n'est pas dans les possessions, mais dans le temps, dans les souvenirs, dans les sensations. C'est ce que je m'efforce d'enseigner à mes élèves. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, le 15 septembre 1961, dans la petite église Saint-Sauveur. Ma mère est venue de Cognac, portant sa seule robe convenable, pleurant de joie de voir son fils épouser une femme si cultivée. Les sœurs de Madeleine ont chanté pendant la cérémonie. C'était simple, modeste, parfait. Nous avons emménagé dans un petit appartement rue Gargoulot, avec vue sur les toits de La Rochelle et au loin, l'océan qui brillait sous le soleil. Madeleine enseignait, je travaillais à l'étude. Nous économisions chaque franc. Le soir, elle lisait Balzac, Flaubert, Zola à voix haute pendant que je préparais mes dossiers. Nous parlions de tout, de philosophie, de justice, de la condition humaine, du sens de la vie. Notre fils Julien est né le 8 avril 1968, en pleine période des événements de mai qui allaient secouer la France. Madeleine a accouché à l'hôpital de La Rochelle pendant que Paris brûlait de révolte étudiante. Je me souviens avoir tenu ce petit être dans mes bras, ce bébé qui criait avec une force surprenante, et avoir pensé « Je vais te protéger, je vais t'apprendre ce qui compte vraiment, je vais faire de toi un homme de caractère ». Madeleine et moi avons élevé Julien avec amour, mais aussi avec discipline. Nous lui avons enseigné l'honnêteté, le respect, la valeur du travail. Nous l'avons emmené visiter les vignobles de Cognac pour qu'il comprenne d'où venait sa famille. Nous lui avons montré l'étude notariale pour qu'il voie comment son père gagnait sa vie honorablement. Julien était un bon enfant, studieux, un peu timide, passionné par les mathématiques et les sciences. Il a fait ses études secondaires au lycée Jean Dautet, puis il est parti pour Paris étudier l'ingénierie civile à l'école des ponts et chaussées. Madeleine pleurait chaque fois qu'il partait après les vacances, mais elle était aussi immensément fière. « Notre fils va construire des ponts », disait-elle en souriant à travers ses larmes. « Il va connecter les gens, créer des passages là où il n'y en avait pas. » Pendant toutes ces années, je travaillais, j'économisais, j'investissais prudemment. En 1978, quand Maître Renard a pris sa retraite, il m'a proposé de reprendre l'étude. « Tu es le meilleur clerc que j'ai jamais eu, Henri. L'étude est à toi si tu la veux. » J'ai accepté. Et pendant les 30 années suivantes, j'ai dirigé l'étude Beaumont avec la même rigueur, la même intégrité que mon mentor m'avait enseignée. Les clients me faisaient confiance. Les familles me confiaient leurs secrets, leur patrimoine, leur dernière volonté. Je ne les ai jamais trahis. En 1998, mon oncle Édouard, le frère de ma mère qui n'avait jamais eu d'enfant, est décédé. Il m'a laissé sa maison à l'île de Ré, cette île magnifique reliée au continent par un pont élégant, avec ses plages de sable blanc, ses marais salants, ces villages aux maisons blanches coiffées de tuiles rouges. La maison d'oncle Édouard était une vieille bâtisse de pêcheurs rénovée située à Saint-Martin-de-Ré avec vue sur le port. Madeleine est tombée amoureuse de cet endroit immédiatement. Nous y passions tous nos week-ends d'été, nous promenions sur les digues, regardions les voiliers danser sur l'eau, mangions des huîtres fraîches en buvant du vin blanc sec. C'était notre paradis. En 2008, j'ai pris ma retraite à 68 ans. L'étude a été vendue à un jeune notaire dynamique de Bordeaux, et Madeleine et moi avons enfin pu profiter de ce temps précieux dont Proust parlait tant. Nous avons voyagé, la Provence, la Bretagne, la Normandie. Nous avons lu des centaines de livres. Nous avons jardiné dans notre petite cour. Nous avons accueilli Julien quand il venait de Paris avec ses histoires de chantier, de calculs complexes, de défis d'ingénierie. Puis, en 2011, tout a changé. Madeleine a commencé à se sentir fatiguée, des douleurs abdominales, une perte d'appétit. Après des semaines de consultations et d'examens, le verdict est tombé comme un couperet. Cancer du pancréas, stade avancé. Le médecin nous a dit, avec cette fausse compassion professionnelle que j'avais appris à détester, 6 mois, peut-être 1 an avec traitement.
Madeleine a refusé de s'apitoyer. « Henri !» m'a-t-elle dit en tenant ma main dans la salle d'attente froide de l'hôpital. Nous avons eu 50 ans ensemble, 50 années magnifiques. Combien de couples peuvent dire ça? Je ne vais pas gâcher le temps qu'il me reste avec des larmes. Elle a affronté la maladie avec le même courage qu'elle avait enseigné la littérature, avec cette dignité calme qui la caractérisait. La chimiothérapie la rendait malade, lui faisait perdre ses cheveux, la vidait de ses forces. Mais elle continuait à lire, à discuter, à sourire quand je lui apportais des fleurs du jardin. Julien venait de Paris régulièrement. Je voyais la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il regardait sa mère diminuer. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Une distance, une préoccupation qui semblait ailleurs. C'est pendant une de ses visites, en 2012, qu'il nous a présenté Claire. Claire Moreau, 36 ans à l'époque, diplômée de HEC Paris, travaillant dans une grande agence de marketing de luxe à Paris. Grande, mince, impeccablement habillée dans des tenues de créateur, parlant avec cette assurance des Parisiens qui ont toujours eu de l'argent. Elle est arrivée dans notre modeste maison de La Rochelle comme une duchesse visitant les paysans. Elle a regardé nos meubles anciens, nos livres usés, notre jardin simple, et j'ai vu le jugement dans ses yeux. Elle a fait des commentaires sur le charme rustique et l'authenticité provinciale, avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux calculateurs. Madeleine, même affaiblie par la maladie, l'a vue immédiatement pour ce qu'elle était. Cette nuit-là, après le départ de Julien et Claire pour leur hôtel, elle avait refusé de dormir dans notre chambre d'amis, la trouvant trop vétuste. Madeleine m'a dit « Henri, cette femme n'aime pas notre fils. Elle aime ce qu'elle pense qu'il peut lui apporter. Fais attention !» J'ai voulu protester, dire que peut-être je me trompais, que peut-être elle était juste différente de nous. Mais Madeleine a secoué la tête. J'ai passé ma vie à analyser les personnages de romans. Je sais reconnaître un antagoniste quand j'en vois un. 6 mois plus tard, Julien et Claire se sont mariés. Une cérémonie pompeuse à Paris, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, avec 200 invités que nous ne connaissions pas. Les parents de Claire, des banquiers fortunés de Neuilly-sur-Seine, nous ont traités avec une politesse condescendante. La mère de Claire, Véronique, une femme au visage figé par la chirurgie esthétique, a commenté à voix haute « C'est charmant que Julien ait des racines si simples, ça lui donne de l'authenticité. » Madeleine a serré ma main sous la table. Elle était trop malade pour protester, trop fatiguée pour affronter ces gens. Mais je voyais la tristesse dans ses yeux. Madeleine est décédée le 3 novembre 2013. À 6 heures du matin, dans notre lit, sa main dans la mienne. Ses derniers mots ont été « Henri, ne laisse jamais personne te faire croire que tu es moins que ce que tu es. Tu es un homme bon. Reste bon, mais ne sois pas naïf. Protège-toi. Protège ce que nous avons construit. » J'ai pleuré pour la première fois depuis mon enfance. J'ai pleuré pendant des jours. Julien est venu pour les funérailles. Claire est restée à Paris, prétextant une urgence professionnelle importante. Après l'enterrement au cimetière de La Rochelle, où Madeleine repose maintenant sous un simple pierre gravé avec une citation de Proust qu'elle aimait, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Je me suis retrouvé seul dans notre grande maison vide. Julien m'a suggéré de vendre. « Papa, cette maison est trop grande pour toi seul. Tu pourrais avoir un appartement moderne, plus facile à entretenir. Et l'argent de la vente te permettrait de vivre très confortablement. » J'ai refusé. Cette maison contenait 52 ans de souvenirs. Chaque pièce résonnait de la voix de Madeleine, de son rire, de ses pas. Je ne pouvais pas la vendre. C'est alors que j'ai pris une décision importante. J'ai vendu notre petit appartement de Paris, celui que nous avions gardé pour les visites occasionnelles. J'ai investi l'argent prudemment. J'ai consolidé mes finances, organisé mes comptes, fait évaluer mes propriétés. Pas par cupidité, mais par prudence. Les derniers mots de Madeleine résonnaient dans ma tête. « Protège-toi, ne sois pas naïf. » Les années ont passé. 2014, 2015, 2016.
Julien venait moins souvent. Il appelait occasionnellement, conversation courte et superficielle. « Comment vas-tu, papa ?»« Bien, Julien. Et toi ?»« Occupé avec le travail. Claire te dit bonjour. » Mais Claire ne disait jamais bonjour elle-même. Quand il venait 1 ou 2 fois par an, Claire se plaignait constamment. La maison était poussiéreuse, le jardin mal entretenu, le quartier trop bruyant, la nourriture trop simple. Je remarquais comment elle regardait les meubles, calculant mentalement leur valeur. Comment elle commentait sur la maison de l'île de Ré. Cette propriété doit valoir une fortune maintenant. Île de Ré est devenue si à la mode. Les Parisiens paient des prix fous pour y avoir une maison. En 2017, lors d'une visite de Pâques, Claire a commencé à poser des questions plus directes. « Henri, tu as déjà pensé à ce qui arrivera à tout ça quand tu ne seras plus là? Je veux dire, il faut être pratique. Tu as un testament à jour, tout est organisé. Parce que si quelque chose t'arrive soudainement, ça pourrait être compliqué pour Julien. » J'ai répondu vaguement que oui, j'avais un testament, que tout était en ordre. Elle a insisté. « Tu devrais peut-être nous en parler, histoire qu'on soit préparé. C'est important ces choses-là. » Je lui ai dit poliment que c'était mon affaire privée pour le moment. Je voyais Julien devenir de plus en plus mal à l'aise avec ces questions. Il changeait de sujet, proposait d'aller se promener, mais il ne s'opposait jamais directement à Claire. Il la laissait parler, insinuer, suggérer. C'était comme regarder mon fils disparaître lentement, remplacé par une version diminuée de lui-même, contrôlé par cette femme qui ne voyait en moi qu'un obstacle entre elle et l'argent qu'elle convoitait. Ma routine à La Rochelle était devenue simple et prévisible. Je me réveillais à 7 heures. Je prenais mon café et mes croissants à la boulangerie Dutheil, rue du Minage, où Madame Dutheil me gardait toujours les meilleurs, encore chauds du four. Je lisais Le Monde sur le banc du port, regardant les bateaux de pêche partir et revenir. Je jardinais l'après-midi, cultivant les mêmes tomates et herbes aromatiques que Madeleine adorait. Je jouais aux échecs 3 fois par semaine avec Pierre Chevalier, mon voisin de 78 ans, un ancien professeur de mathématiques à la retraite qui était devenu mon meilleur ami après la mort de Madeleine. Pierre connaissait ma situation. Je lui avais parlé de Julien, de Claire, de mes inquiétudes. Henri, m'avait-il dit un jour pendant une partie d'échecs dans son salon encombré de livres et de trophées d'échecs, « Tu sais ce que j'ai appris en jouant aux échecs toute ma vie ? Que les meilleurs coups sont ceux que l'adversaire ne voit pas venir. Si tu penses que Claire et Julien complotent contre toi, ne réagis pas émotionnellement. Observe, documente, prépare-toi. Et quand le moment sera venu, agis avec la précision d'un mat en 3 coups. » C'était un bon conseil. J'ai décidé de le suivre. J'avais aussi un autre ami proche, Jean-Pierre Moreau, mon autre voisin, un ancien mécanicien de 76 ans qui vivait seul depuis la mort de sa femme 5 ans plus tôt. Jean-Pierre adorait les voitures anciennes. Quand il a vu ma Peugeot 504 dans le garage, il est devenu comme un enfant. « Henri, cette voiture est une merveille. Tu l'entretiens toi-même ?» Je lui ai expliqué que oui, que c'était la voiture que Madeleine et moi avions achetée en 1982, que nous l'avions gardée en état impeccable, que chaque pièce avait été soigneusement restaurée. Jean-Pierre m'a aidé à la maintenir. Nous passions des après-midi dans le garage, lui m'apprenant des trucs de mécanicien, moi partageant des histoires de nos voyages dans cette voiture. Jean-Pierre m'a aussi aidé d'une autre manière. Quand ma santé a commencé à décliner légèrement en 2018, rien de grave, juste l'arthrite, quelques problèmes de tension, il m'a conduit à mes rendez-vous médicaux. Il refusait toujours que je le paie. « Henri, on est voisins, on s'entraide. C'est comme ça qu'on faisait avant, quand les gens n'étaient pas obsédés par l'argent. » Ces mots ont résonné profondément en moi. Voilà ce qu'était la vraie famille, des gens qui s'aident sans calculer, sans attendre de retour. C'est dans ce contexte que l'appel de Claire est arrivé, cet après-midi de mars 2024. J'étais dans mon jardin, arrosant les tomates que je venais de planter. Le printemps à La Rochelle est magnifique, l'air est doux, les mouettes crient au-dessus du port. La lumière a cette qualité dorée particulière. Le téléphone a sonné.
J'ai vu le nom Claire sur l'écran. Pas Julien et Claire, juste Claire. Mon fils ne m'appelait même plus directement. « Ouah, Henri, tu dois bien convosser ?» Elle utilisait toujours cette familiarité forcée, m'appelant par mon prénom sans le « vous » respectueux qu'une belle fille devrait utiliser en français avec son beau-père âgé. Mais je ne corrigeais jamais, j'observais. « Je vais bien, Claire. Et vous deux ?»« Ah, nous allons très bien. Écoute, Henri, Julien et moi pensions. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas profité de la maison de plage. Tu sais, avec nos emplois du temps chargés à Paris, on a vraiment besoin de se ressourcer. Et toi non plus, tu n'y vas plus depuis, 6 mois. Ça serait dommage que cette magnifique propriété reste vide. Alors nous avons décidé de passer quelques jours à l'île de Ré, la semaine prochaine. On arrivera jeudi et on restera jusqu'à dimanche. Peut-être lundi si le temps est beau. Notez la formulation. Nous avons décidé. Pas pourrions-nous, pas serait-ce possible. Une décision déjà prise. Un fait accompli qu'elle m'annonçait avec cette assurance de quelqu'un qui considère que ma propriété était déjà la sienne. « Je comprends », ai-je répondu calmement, continuant d'arroser mes tomates. « C'est une bonne saison pour l'île de Ré. Comment comptez-vous vous y rendre ?» Il y a eu une pause, puis ce rire condescendant que je connaissais bien. « Ah, Henri, ne sois pas dramatique. Nous allons prendre ta voiture, évidemment. Cette vieille Peugeot qui dort dans ton garage. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose, non? Elle reste là à prendre la poussière. Et Julien adore conduire les voitures anciennes. Ça lui rappelle son enfance. Ma Peugeot 504, Mont et Madeleine. La voiture dans laquelle nous avions fait tant de voyages mémorables. La voiture que j'entretenais méticuleusement avec Jean-Pierre, chaque dimanche, vérifiant l'huile, nettoyant le moteur, cirant la carrosserie bleue métallisée originale. La voiture qui contenait 40 ans de souvenirs, et Claire la qualifiait de vieille Peugeot qui prend la poussière. J'ai ressenti une pointe de colère, rapidement maîtrisée. Contrôle, observation, documentation. La Peugeot a besoin d'un entretien régulier très spécifique, ai-je dit lentement, comme si je réfléchissais. Je ne sais pas si elle est vraiment en état pour un voyage jusqu'à l'île de Ré. C'est quand même 2 heures de route. Oh, Henri, arrête. C'est une voiture, pas un bébé. Julien sait conduire. On en prendra soin. De toute façon, ce n'est pas comme si tu l'utilisais beaucoup ces derniers temps. À ton âge, tu ne devrais peut-être même plus conduire, tu sais. C'est dangereux. À mon âge, comme si j'étais un enfant incapable de prendre mes propres décisions. D'accord, ai-je finalement accepté. Je vais laisser les clés dans la boîte aux lettres, et celle de la maison de plage aussi. Parfait, tu es adorable, Henri. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Bon, je te laisse, j'ai une réunion importante dans 10 minutes. Bisous. Elle a raccroché avant que je puisse même répondre. Pas de au revoir convenable. Pas de merci, juste cette désinvolture qui trahissait parfaitement comment elle me voyait. Un obstacle temporaire, un vieil homme dont les possessions lui revenaient de droit, qui devait simplement être géré avec un minimum de civilité jusqu'à son décès inévitable. Je suis resté là, dans mon jardin, tenant le tuyau d'arrosage, écoutant le bruit de l'eau sur les plantes. Les paroles de Madeleine sont revenues. « Protège-toi, ne sois pas naïf. » Et celle de Pierre, « Observe, documente, prépare-toi. » J'ai pris ma décision. J'allais observer. J'allais leur donner assez de cordes pour se pendre eux-mêmes. Et j'allais documenter chaque moment, chaque parole, chaque trahison. Cette nuit-là, j'ai commencé à tenir un journal. Un cahier simple acheté à la papeterie de la rue des Merciers. J'y ai noté la conversation avec Claire, mot pour mot, avec la date et l'heure. J'ai décrit son ton, ses choix de mots, ses sous-entendus. Premier document dans ce qui allait devenir mon dossier contre ma propre famille. La semaine suivante, jeudi matin, j'ai déposé les clés dans la boîte aux lettres comme promis. Julien est passé les récupérer vers 9 heures. Il est entré brièvement. « Bonjour papa, merci pour les clés. »« Bonjour Julien, tu vas bien ?»« Oui, on est pressé. Claire veut partir avant les embouteillages. » Il n'a pas dit « Comment vas-tu » Il n'a pas proposé de prendre un café. Il est resté debout près de la porte, évitant mon regard.
Julien, ai-je dit doucement, est-ce que tout va bien? Tu sembles préoccupé. Il a eu un moment d'hésitation. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, du regret, de la culpabilité, mais c'était fugace. Tout va bien, papa. On se voit bientôt, d'accord? Et il est parti. J'ai entendu le moteur de ma Peugeot démarrer dans la rue, ce ronronnement familier que je connaissais par cœur. Je l'ai écouté s'éloigner jusqu'à ce que le silence revienne. Dans mon journal, j'ai noté « Julien évite le contact visuel, semble mal à l'aise, ne pose pas de questions sur ma santé ou mon bien-être, pressé de partir, entièrement sous l'influence de Claire. » Ils sont revenus le dimanche soir. J'ai entendu ma voiture se garer, mais personne n'est venu me voir. Pas de merci, pas de compte-rendu du week-end. Les clés ont simplement été redéposées dans la boîte aux lettres. J'ai trouvé une petite rayure sur l'aile avant droite. Jean-Pierre, qui l'a vu avec moi, a secoué la tête tristement. Il ne respecte même pas tes affaires, Henri. C'est une honte. 2 semaines plus tard, Claire a appelé à nouveau. Henri, j'ai eu une idée merveilleuse. Pourquoi on ne viendrait pas dîner chez toi un soir cette semaine? On pourrait discuter de choses importantes. Tu sais, organiser l'avenir, ce genre de truc. C'est important de planifier, surtout à ton âge. À mon âge. Encore. Comme un refrain, un rappel constant que pour elle, j'étais en sursis, un compte à rebours vers ma mort et leur enrichissement. Bien sûr, ai-je répondu. Mercredi soir, ça vous conviendrait? Parfait, on sera là vers 19h. Ne te donne pas trop de mal pour le dîner, hein? Quelque chose de simple suffit. Ne me donne pas trop de mal. Comme si je n'étais plus capable de préparer un repas convenable. Mais j'ai décidé de faire exactement le contraire. J'ai préparé un bœuf bourguignon, la recette de Madeleine, celle qui mijotait pendant des heures avec du vin de Bourgogne, des carottes, des oignons perlés, des champignons de Paris. J'ai fait mes propres pommes de terre gratinées. J'ai acheté une belle baguette chez Madame Dutheil. J'ai ouvert une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru 2010, un excellent millésime que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai dressé la table avec la belle nappe brodée de Madeleine, la porcelaine de Limoges, héritée de ma grand-mère, les couverts en argent. Pourquoi cet effort? Pas pour leur faire plaisir, mais pour leur montrer une dernière fois que j'étais loin d'être le vieillard décrépit qu'ils imaginaient, que j'avais encore toutes mes capacités, que j'étais pleinement conscient et compétent. Ils sont arrivés à 19h15. Claire portait un tailleur Chanel noir et blanc, des talons Jimmy Choo, un sac Hermès, vêtements dont le coût aurait pu nourrir une famille pendant 6 mois. Elle est entrée comme une reine, inspectant les quartiers pauvres. Oh, Henri, quelle ambiance! C'est tellement rétro. Rétro. Code pour démodé, ancien, sans valeur. Elle a fait le tour du salon, touchant les meubles. Ces pièces sont vraiment anciennes, n'est-ce pas? Elles pourraient valoir quelque chose chez un bon antiquaire. Tu as déjà pensé à les faire estimer? Ce sont des héritages familiaux, ai-je répondu calmement. Ils ont une valeur sentimentale. Sentimentale, elle a répété avec un petit sourire. Bien sûr, mais la valeur sentimentale ne paie pas les factures, n'est-ce pas? Enfin, on en reparlera. Julien s'est assis sans un mot, évitant toujours mon regard. Je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se crispaient sur ses genoux. Pendant le dîner, Claire a monopolisé la conversation. Elle a parlé de leur appartement à Paris, 16e arrondissement, 120 mètres carrés, mais on se sent un peu à l'étroit. De leurs prochaines vacances aux Maldives. On a besoin de soleil, tu comprends. Paris est tellement gris. Des rénovations qu'ils voulaient faire. On pense refaire entièrement la cuisine, avec des équipements professionnels, au moins 100 000 € d'investissement. À aucun moment, elle ne m'a posé une question sur moi, comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si la solitude me pesait. Rien. Julien mangeait en silence, complimentant de temps en temps le plat, mais sans vraiment participer à la conversation. C'était comme s'il n'était qu'un accessoire, un figurant dans la pièce que Claire dirigeait. Quand nous avons terminé le plat principal, je me suis levé pour débarrasser. « Non, non, Henri, reste assis, je vais chercher le dessert », a dit Claire avec une fausse sollicitude. « C'est gentil, mais je préfère le faire. Je connais ma cuisine. »
Je me suis levé lentement, exagérant légèrement la raideur de mes mouvements arthritiques. Je voulais qu'ils me voient comme un vieil homme affaibli. Je voulais qu'ils baissent leur garde. Je suis allé à la cuisine. Et là, j'ai fait quelque chose de délibéré. J'ai laissé la porte légèrement entr'ouverte. Pas assez pour qu'ils pensent que je pouvais entendre, mais assez pour que je puisse. J'ai pris mon temps pour préparer le café dans ma cafetière italienne, faisant du bruit avec les tasses, créant l'illusion que j'étais absorbé dans ma tâche. Et j'ai tendu l'oreille. Au début, rien que des bruits de vaisselle, des murmures indistincts. Puis la voix de Claire est devenue plus audible. Tu as vu comment il tremble. Quand il a pris la bouteille de vin, sa main tremblait. C'est l'arthrite, Claire. C'est normal à son âge, a répondu Julien, mal à l'aise. Normal, oui, mais ça montre qu'il vieillit, Julien. Il vieillit vite. Tu l'as vu marcher? Il va de plus en plus lentement. Il lui faut 5 minutes juste pour aller de la salle à manger à la cuisine. Je ne vois pas où tu veux en venir. Où je veux en venir. Claire a baissé un peu plus la voix, mais pas assez. Julien, ton père a 84 ans. Statistiquement, il n'a plus beaucoup d'années devant lui. 5 ans, peut-être 10 au maximum. Et pendant ce temps-là, toute cette propriété, cette maison qui doit valoir facilement 400 000 €, la maison de plage qui en vaut le double, sa retraite confortable, ses économies, tout ça reste bloqué. Nous, on a besoin de cet argent maintenant. Pour nos projets, notre vie, notre futur. Mon cœur s'est serré. Pas de surprise, mais de confirmation. La voix de Madeleine dans ma tête, je te l'avais dit. Claire, on ne peut pas parler comme ça, c'est mon père. Justement, c'est ton père. Tu es son fils unique. Cet argent, ces propriétés, c'est ta part légitime, ton héritage. Mais il faut que les choses soient organisées correctement. Testament, procuration, tout doit être clair sur le papier. Parce que s'il lui arrive quelque chose demain et que rien n'est en ordre, ça va être l'enfer administratif. Ça peut prendre des années avant qu'on puisse toucher à quoi que ce soit. Tu parles comme si tu voulais qu'il meure. Ne sois pas stupide, Julien. Je ne souhaite de mal à personne. Je suis pragmatique, c'est tout. Ton père est vieux, c'est un fait. Il va mourir, c'est un fait. La question n'est pas si, mais quand. Et quand ça arrivera, je veux m'assurer que nous, sa famille, nous récupérerons ce qui nous revient de droit sans complication. C'est de la planification, pas de la cruauté. Le silence a suivi, un silence long pendant lequel j'imaginais Julien luttant avec sa conscience, avec les restes de moralité que Madeleine et moi avions essayé de lui inculquer. Finalement, il a murmuré « D'accord, qu'est-ce que tu proposes ?» Et là, mon cœur s'est vraiment brisé. Pas qu'elle l'ait dit, mais qu'il ait accepté. On commence doucement, a continué Claire, sa voix prenant un ton de conspiratrice. On lui fait comprendre qu'il a besoin de nous. On se rend indispensable. On lui suggère qu'il devrait peut-être te donner une procuration juste au cas où. On parle du testament. On s'assure qu'il est à jour, qu'on sait exactement ce qui est dedans. On le convainc progressivement qu'il serait mieux dans une résidence pour personnes âgées où il serait mieux pris en charge. Et une fois qu'il est là-bas, cette maison peut être vendue, l'argent investi, utilisé pour financer notre vie. Et s'il refuse, il ne refusera pas. Regarde-le, il est seul, fragile, probablement un peu sénile, même s'il le cache bien. Les vieux sont faciles à manipuler, Julien. Tu dois juste être patient, affectueux en apparence et ferme dans tes objectifs. J'ai fermé les yeux dans cette cuisine, m'appuyant contre le comptoir. Pendant 42 ans, j'avais entendu ce genre de conversation dans mon étude. Des héritiers impatients discutant de parents encore vivants comme de comptes bancaires à débloquer. Mais je ne pensais jamais que je l'entendrais de la bouche de ma propre belle-fille, et que mon fils acquiescerait avec si peu de résistance. J'ai respiré profondément, très profondément. J'ai compté jusqu'à 10, une technique que Madeleine m'avait apprise quand je rentrais frustré du travail. Je me suis redressé, j'ai arrangé les tasses de café sur un plateau. J'ai pris le gâteau au citron que j'avais acheté à la pâtisserie et je suis retourné dans la salle à manger en souriant. Café pour tout le monde?
Claire a accepté avec ce sourire étudié que je commençais à haïr. Julien a pris sa tasse sans un mot, sans me regarder. Nous avons pris le café en faisant une conversation superficielle sur la météo, sur La Rochelle, sur rien d'important. À 21h30, ils sont partis. Claire m'a embrassé sur les joues avec cette affection théâtrale qui me donnait envie de me laver le visage. « Merci pour ce merveilleux dîner, Henri. On devrait faire ça plus souvent. Et on reparle bientôt de ces choses importantes. D'accord? C'est vraiment nécessaire de tout organiser. » Julien m'a serré la main. Une poignée de main. Pas une accolade. Comme on salue un étranger. « Au revoir, papa. Au revoir, mon fils. » Je les ai regardés partir de la fenêtre. Leur BMW noir s'est éloigné dans la nuit. Et je me suis assis dans le fauteuil de Madeleine, celui où elle lisait Proust les soirs d'hiver, et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de résolution. « Tu avais raison, mon amour, » ai-je dit au portrait de Madeleine sur l'étagère. « Tu as toujours eu raison, mais ne t'inquiète pas. Je vais me protéger. Je vais protéger ce que nous avons construit ensemble, et je vais leur apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal tout ce que j'avais entendu. Chaque mot, dans leurs ordres exacts. J'ai daté, horodaté, contextualisé, document numéro 2. Et j'ai commencé à planifier ma contre-attaque. Dans les semaines qui ont suivi ce dîner révélateur, Claire a intensifié sa stratégie avec une régularité presque mécanique. Elle appelait 2 fois par semaine, toujours avec la même fausse inquiétude maternelle dans la voix. « Henri, tu manges bien, tu prends tes médicaments, tu ne devrais pas être seul comme ça, et si tu tombais, personne ne le saurait pendant des heures. » Elle venait aussi plus fréquemment, parfois seule, parfois avec Julien. Chaque visite suivait le même schéma, un cadeau inutile. Des biscuits industriels que je ne mangeais pas, des magazines que je ne lisais pas, puis des commentaires insidieux sur ma santé, ma mémoire, ma capacité à vivre seul. « Henri, tu te souviens que je t'avais dit qu'on viendrait mardi? C'est aujourd'hui jeudi. Tu as oublié ?» Mais je n'avais rien oublié. Elle n'avait jamais dit mardi. Elle mentait délibérément, essayant de créer une narration de sénilité, de perte de mémoire, de confusion mentale. C'était une tactique classique que j'avais vue des dizaines de fois dans ma carrière. Faire croire à une personne âgée qu'elle perd la tête pour justifier ensuite une mise sous tutelle ou une procuration forcée. Je jouais le jeu. « Ah bon? J'étais sûr que c'était jeudi. Peut-être que tu as raison. » Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Dans mon journal, j'écrivais « Claire prétend avoir dit mardi. Mensonge délibéré. Tentative de manipulation de ma perception. » Je feins la confusion pour l'encourager à continuer. Pierre, mon ami joueur d'échecs, observait tout cela avec un mélange de fascination et d'horreur. « Henri, c'est comme regarder une partie où l'adversaire ne sait pas que tu vois tous ses coups d'avance. Elle se croit tellement maligne. »« Exactement, » répondais-je. « Elle construit son propre piège, pièce par pièce. Je n'ai qu'à la laisser faire. » En juin, Claire est arrivée avec une chemise de documents. Nous étions assis dans mon salon. Elle avait apporté du thé, qu'elle avait préparé elle-même, insistant que je devais me reposer, et elle a ouvert la chemise avec un sourire maternel. « Henri, j'ai parlé avec un excellent avocat à Paris, un ami de la famille. Il m'a préparé des documents qui pourraient vraiment te faciliter la vie. Regarde !» Elle a étalé les papiers sur la table basse. Procuration générale au nom de Julien Beaumont, lui donnant pouvoir complet sur mes comptes bancaires, mes propriétés, mes décisions médicales. En gros, tout. C'est juste une précaution, expliquait-elle avec cette voix douce, presque hypnotique. Au cas où tu tomberais malade ou si tu avais un accident. Comme ça, Julien pourrait s'occuper de tout immédiatement, sans complications bureaucratiques. Tu n'aurais pas à t'inquiéter de rien. Et honnêtement, Henri, à ton âge, avec ta santé qui décline, « Ma santé décline » ai-je interrompu doucement. Elle a eu un moment d'hésitation, puis a repris. Enfin, tu sais, l'arthrite, les petits oublis, la fatigue, c'est normal à 84 ans. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut prévoir. L'avocat dit que c'est très simple. Tu signes ici, ici et là, et tout est réglé. J'ai pris les documents.
J'ai mis mes lunettes de lecture et j'ai commencé à les examiner lentement. Très lentement. Claire s'impatientait. Je le voyais à sa jambe qui bougeait nerveusement, à ses doigts qui tambourinaient sur l'accoudoir du canapé. Après 10 minutes de lecture silencieuse, j'ai levé les yeux. Claire, ces documents sont des procurations très larges. Elles donneraient à Julien un contrôle total sur ma vie financière. Oui, mais c'est normal, c'est pour te protéger. Je comprends. Mais tu vois, j'ai passé 42 ans comme notaire. J'ai rédigé des milliers de procurations. Et je sais qu'une procuration aussi large devrait être accompagnée de clauses de protection, de limitation, de révocabilité claire. Ces documents, ils ne les ont pas. Son visage s'est durci imperceptiblement. L'avocat est un expert, Henri. Il sait ce qu'il fait. J'en suis sûr, mais permets-moi de les relire attentivement. C'est important, ces choses-là. Je te donnerai ma réponse la semaine prochaine. La semaine prochaine, Henri, ce n'est vraiment pas compliqué. La semaine prochaine, ai-je répété fermement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle est partie frustrée. Dans son esprit, j'étais censé être ce vieillard confus qui signerait n'importe quoi. Ma résistance, même polie, la déstabilisait. Dans mon journal, Claire apporte des documents de procuration préparés par un avocat ami. Documents extrêmement dangereux, aucune protection pour le mandant. Tentative claire de prise de contrôle légal. Je refuse poliment mais fermement. Sa frustration est visible. Je n'ai jamais signé ces documents. Chaque semaine, quand elle appelait pour en reparler, je trouvais une excuse. Je devais consulter mon propre avocat. Je n'étais pas sûr. J'avais besoin de plus de temps. Elle devenait de plus en plus agressive dans son insistance. En août, la suggestion de la vente de la maison de l'île de Ré est revenue sur la table. Nous étions au téléphone. Claire utilisait son ton le plus raisonnable. « Henri, sérieusement, tu n'utilises plus cette maison. La dernière fois que tu y es allé, c'était quand? Il y a 1 an, 2 ans? 6 mois, ai-je corrigé. C'était vrai, j'y étais allé avec Jean-Pierre en février. 6 mois, voilà. C'est beaucoup trop long pour laisser une propriété inoccupée. L'humidité, les problèmes de plomberie, les squatteurs potentiels. Et tu sais combien ça vaut maintenant? Avec le boom immobilier à l'île de Ré, facilement 850 000 €, peut-être plus. Tu pourrais vendre, investir l'argent dans des placements sûrs qui te rapporteraient des intérêts, augmenter ta retraite mensuelle, ou mieux encore, transférer la propriété à Julien maintenant, ce qui éviterait les droits de succession énormes plus tard. La maison a des souvenirs, ai-je dit simplement. Madeleine adorait cet endroit. Il y a eu un silence. Puis, avec une pointe d'impatience qu'elle ne cachait plus aussi bien, « Henri, Madeleine est morte, depuis 11 ans. Les souvenirs, c'est bien joli, mais les souvenirs ne paient pas les factures. Ils ne te gardent pas au chaud la nuit. Cette maison est un investissement qui dort. C'est du gaspillage financier. »« Mes factures sont payées, » ai-je répondu calmement. « Et je n'ai pas froid la nuit. » « Tu es impossible. » Elle a explosé, perdant son vernis de patience. « Tu es têtu, égoïste et franchement irresponsable. Tu as un fils qui pourrait bénéficier de cet argent, qui en a besoin, et toi, tu t'accroches à tes vieilles pierres et tes souvenirs poussiéreux. »« Claire, » ai-je dit avec la même voix calme qui irritait clairement encore plus, « cette conversation est terminée. Bonne journée. » J'ai raccroché. Pour la première fois, je l'avais vraiment contrarié. Son masque était tombé, révélant la frustration, la cupidité, l'impatience qui bouillonnait en dessous. Dans mon journal, Claire perd patience. Le masque se fissure. Elle me qualifie de têtu et d'irresponsable parce que je refuse de vendre mes biens pour leur bénéfice. La vraie nature émerge. C'est en septembre que la suggestion de la maison de retraite a fait son apparition. Julien était venu seul cette fois, ce qui était rare. Nous étions assis dans le jardin, buvant du thé glacé sous le parasol, regardant les tomates mûrir sur leurs plants. Il semblait nerveux, évitant constamment mon regard. « Papa, il faut qu'on parle de quelque chose. »« Je t'écoute. C'est à propos de ta situation ici. Tu vis seul, tu vieillis, et Claire et moi, on s'inquiète vraiment.
On pense que peut-être tu serais mieux dans une résidence pour seniors. Tu sais, un endroit où il y a du personnel médical 24h/24, des activités, d'autres personnes de ton âge, des repas préparés. Tu veux me mettre dans une maison de retraite? Ne dis pas ça comme ça. Ce sont des endroits très bien maintenant, papa. Modernes, confortables, avec plein de services. Et tu ne serais plus isolé comme ici. Je ne me sens pas isolé. J'ai mes voisins, mes amis, mes routines. Mais si quelque chose t'arrive, si tu tombes dans les escaliers, si tu as un accident cardiaque, personne ne serait là. J'ai un téléphone, j'ai des voisins qui vérifient régulièrement, j'ai un système d'alerte médicale. Julien a soupiré, frustré. Papa, tu ne facilites pas les choses. On essaie de t'aider. Ou vous essayez de libérer ma maison pour la vendre. Le silence qui a suivi était lourd. Julien est devenu pâle. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est vrai, Julien. J'ai posé ma tasse, je me suis penché en avant, le regardant directement dans les yeux. Tu penses que je ne vois pas? Que je ne comprends pas? Les visites soudainement fréquentes, les questions sur mon testament, les documents de procuration, les suggestions de vendre mes propriétés, et maintenant la maison de retraite? Julien, j'ai passé ma vie professionnelle à voir ce genre de schéma. Je les reconnais. Papa, tu te trompes. On veut juste que je meure vite et que vous héritiez sans complications. C'est ça que vous voulez. Julien s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Je dois y aller. Claire m'attend. Bien sûr qu'elle t'attend. Elle attend tout, n'est-ce pas? Ma maison, mon argent, ma mort. Il est parti sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner, ce fils que j'avais élevé avec tant d'amour, qui était maintenant devenu un étranger manipulé par une femme cupide. Dans mon journal, confrontation avec Julien. Il suggère une maison de retraite. Je nomme directement leur plan. Ils fuient, incapables de nier. Le fossé entre nous s'élargit, mais c'est nécessaire. C'est cette nuit-là que j'ai pris ma décision finale. Plus d'observation passive. Il était temps d'agir. Le lendemain matin, j'ai appelé François Durand. François et moi, nous étions connus à la faculté de droit de Bordeaux en 1960. Nous avions étudié ensemble, passé nos examens ensemble, commencé nos carrières dans des études différentes, mais restant toujours en contact. François était devenu notaire à Bordeaux, spécialisé en droit successoral et en planification patrimoniale. Il avait pris sa retraite 3 ans avant moi, à 65 ans, pour profiter de ses petits-enfants. Mais son esprit juridique restait aussi affûté qu'une lame. « Henri, quelle surprise! Comment vas-tu » ?»« François, j'ai besoin de tes services, de ton expertise et surtout de ta discrétion absolue. » Sa voix est devenue immédiatement sérieuse. « Toujours, mon ami. De quoi s'agit-il » J'ai tout expliqué. La situation avec Claire et Julien, les conversations entendues, les manipulations, les tentatives de prise de contrôle. François m'a écouté sans m'interrompre, émettant occasionnellement un soupir reconnaissant. Il avait vu les mêmes schémas dans sa propre carrière. Quand j'ai terminé, il a dit « La vieille histoire de la cupidité familiale. Je suis désolé, Henri, vraiment désolé que ton propre fils soit impliqué. Que veux-tu faire ?»« Je veux refaire mon testament, complètement. Et je veux qu'il soit juridiquement inattaquable. Et Julien ?» J'ai fermé les yeux, sentant le poids de cette décision. Julien a fait ses choix. Il a choisi sa femme plutôt que son père. Il a choisi la cupidité plutôt que le caractère. Il a choisi de me voir comme un obstacle plutôt que comme un parent. Maintenant, je fais mon choix. Tu es sûr, Henri? C'est ton fils unique, ton seul descendant direct. Je suis absolument sûr. Et si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai plus le faire plus tard. Elle va continuer à pousser pour cette procuration, pour me mettre sous tutelle, pour prendre le contrôle. Je dois agir pendant que j'ai encore toute ma lucidité, toute ma capacité légale. D'accord. Alors faisons-le correctement. Je viens chez toi la semaine prochaine. On passera tout en revue. Patrimoine, compte,
investissement, assurance. Et on construira un testament que même le meilleur avocat de Paris ne pourra pas casser. François est venu le mardi suivant. Pas à La Rochelle. Trop risqué que quelqu'un nous voie ensemble. Je suis allé à Bordeaux en train, prétextant à Jean-Pierre une visite médicale de routine. François m'a accueilli dans son bureau à domicile. Une pièce confortable remplie de livres juridiques et de souvenirs de carrière. Nous avons travaillé pendant 6 heures. François a passé chaque élément de mon patrimoine au peigne fin. La maison familiale de La Rochelle, achetée en 1963, entièrement payée depuis 1988, évaluée actuellement à 420 000 € selon les experts immobiliers locaux. Aucune dette, aucune hypothèque, titre de propriété propre à mon nom seul. La maison de l'île de Ré, héritée en 1998, rénovée en 2002-2003 avec nos économies, évaluée à 850 000 €. Là encore, titre propre, aucune charge. La Peugeot 504, valeur marchande modeste, environ 8 000 € pour un collectionneur, mais valeur sentimentale inestimable. Mes comptes bancaires, compte courant à la Société Générale avec 23 000 € et compte d'épargne avec 47 000 €. Compte titre avec 280 000 € en actions et obligations diverses. Portefeuille conservateur construit sur 40 ans. Ma retraite, 3 200 € mensuels. Pension de notaire plus sécurité sociale, versée jusqu'à mon décès puis cessant. Assurance vie, police de 80 000 € souscrite en 1970, bénéficiaire actuellement Julien. Total patrimonial net, 1 643 000 € environ. Confortable, a commenté François. Très confortable pour un notaire de province. Tu as bien géré, Henri. Madeleine et moi avons toujours vécu en dessous de nos moyens. On économisait, on investissait prudemment. On ne voulait jamais dépendre de qui que ce soit. Et maintenant ton fils pense que tout ça lui revient de droit. Exactement. François a sorti un bloc-notes juridique. Alors, Nouveau Testament, qu'est-ce que tu veux faire exactement? J'ai respiré profondément. Ce que j'allais dire allait changer tout. Pour la maison de La Rochelle, je veux qu'elle soit vendue après mon décès. Le produit de la vente sera divisé en 3 parts égales. Un tiers à l'Abrigo Saint-Joseph pour personnes âgées, ici, à La Rochelle, une institution que je connais et qui fait un excellent travail. Un tiers à la bibliothèque municipale pour créer un fonds permanent d'achat de livres en mémoire de Madeleine, qui était bibliophile et enseignante. Un tiers à un fonds de bourse pour étudiants en droit sans ressources, administré par l'Université de Bordeaux. François notait rapidement. Pour la maison de l'île de Ré, donation à la mairie de Saint-Martin-de-Ré, à condition qu'elle soit transformée en centre culturel public, ouvert gratuitement à la population. Pas de vente, pas de privatisation. Un lieu de culture et de mémoire, en l'honneur de Madeleine. Excellente idée. La mairie acceptera avec joie. Continue. Pour la Peugeot, je la lègue à Jean-Pierre Moreau, mon voisin et ami, qui a pris soin de moi sans jamais rien demander en retour, qui a aimé cette voiture autant que moi. Bien. Les comptes bancaires et investissements. Tout sera liquidé. L'argent servira à financer les legs ci-dessus et à créer un fonds de dotation permanent pour la Fondation des aînés abandonnés de Charente-Maritime. C'est une organisation qui aide les personnes âgées abandonnées par leur famille. Ça me semble approprié. François a levé les yeux, un sourire triste sur le visage. C'est parfait, Henri. Symbolique et juste. Ma retraite, étant une pension qui cesse à mon décès, je ne peux pas la léguer. Mais je veux établir que pendant mes derniers mois, si je suis hospitalisé ou invalide, les versements mensuels seront automatiquement donnés à cette même fondation. On peut arranger ça. L'assurance vie. Je change le bénéficiaire. Plus Julien, la fondation des aînés également. Et pour Julien lui-même, qu'est-ce que tu lui laisses? C'était la question que je redoutais et anticipais à la fois. Je lui laisse des lettres que je vais écrire. Une pour chaque année de sa vie depuis sa naissance jusqu'à maintenant. 56 lettres. Dans chacune, je raconterai un souvenir, une leçon, un moment où j'ai essayé de lui enseigner quelque chose sur le caractère, l'intégrité,
l'amour. Je lui laisserai aussi les albums photos de famille, les lettres que sa mère et moi avons échangées pendant nos fiançailles, les alliances de mariage de mes parents et de mes grands-parents. Je lui laisse l'histoire, je lui laisse la mémoire, je lui laisse la possibilité de comprendre ce qu'il a perdu. François a hoché lentement la tête. C'est puissant, Henri, vraiment puissant. Il ne mérite pas d'argent. Mais il mérite peut-être une chance de rédemption. Peut-être qu'en lisant ces lettres, en réalisant ce qu'il a fait, il apprendra enfin. Et Claire, ta belle-fille. Mon visage est devenu dur. Pour Claire, je veux une clause explicite. À ma belle-fille, Claire Beaumont, je ne laisse aucun bien matériel. Je laisse cependant cette déclaration. Elle a confondu mon éducation avec de la faiblesse. Elle a confondu mon âge avec de la naïveté. Elle a confondu ma patience avec de l'ignorance. Ce testament est la correction de cette confusion. François a sifflé doucement. Henri, c'est très direct, très dur. C'est vrai, et c'est nécessaire. Je veux qu'elle sache. Je veux qu'elle comprenne que je savais, que j'ai toujours su, qu'elle ne m'a jamais trompé une seule seconde. D'accord, on le met. Maintenant parlons de l'incontestabilité, parce que tu sais qu'ils vont essayer de casser ce testament. Ils vont alléguer sénilité, influence indue, tout ce qu'ils peuvent. Je sais comment on les en empêche. François s'est penché en avant, entrant dans son élément professionnel. Plusieurs couches de protection. 1. Évaluation psychiatrique complète par non pas 1, mais 3 psychiatres indépendants attestant de ta pleine capacité mentale. 2. Enregistrement vidéo de la signature du testament, où tu expliques clairement chaque décision, montrant que tu comprends parfaitement ce que tu fais. 3. Témoins multiples et irréprochables présents lors de la signature. 4. Un délai. On ne fait pas ça cette semaine. On attend 3 mois pendant lesquels tu continues ta vie normale, prouvant la constance de ta décision. Et 5. On l'enregistre chez moi à Bordeaux, pas à La Rochelle, où il pourrait avoir des contacts. Parfait. Organise tout ça. Dans les semaines qui ont suivi, François a mis en place chaque élément. J'ai passé des évaluations psychiatriques exhaustives avec le docteur Philippe Renaud, le docteur Marie-Claire Dubois et le docteur Jean Fontaine, 3 psychiatres réputés de Bordeaux. Chacun m'a fait passer des tests cognitifs, des évaluations de mémoire, des analyses de jugement. Tous 3 ont conclu « Monsieur Henri Beaumont, 84 ans, présente une pleine capacité mentale, une mémoire excellente pour son âge, un jugement clair et rationnel et une compréhension totale des implications de ses décisions juridiques. » François a arrangé une session d'enregistrement vidéo dans son bureau. Face à la caméra, j'ai expliqué calmement, point par point, chaque décision de mon testament. J'ai cité des codes juridiques de mémoire, démontrant ma compétence professionnelle intacte. J'ai discuté de philosophie morale, de justice distributive, de mes raisons éthiques. 45 minutes d'enregistrement qui montraient sans aucun doute possible que j'étais pleinement lucide. Le 23 octobre 2024, le testament a été signé officiellement. Présent, François Durand comme notaire, maître Sophie Levesque et maître Thomas Bernard comme témoins, 2 avocats de Bordeaux que François connaissait, et moi. La cérémonie a duré 2 heures. Chaque page a été initialisée, chaque clause expliquée, tout enregistré en vidéo et audio. Quand c'était terminé, François m'a serré dans ses bras. « C'est fait, mon ami, c'est absolument inattaquable. Tu as fait ce qui était juste. J'ai fait ce qui était nécessaire. Merci, François. » En quittant son bureau, marchant dans les rues de Bordeaux vers la gare, je me suis senti étrangement léger. Pas heureux. Comment pourrais-je être heureux de déshériter mon propre fils? Mais soulagé. Soulagé d'avoir repris le contrôle. Soulagé d'avoir protégé ce que Madeleine et moi avions construit. Soulagé de savoir que notre argent, gagné honnêtement, irait aider des gens qui en avaient vraiment besoin, pas financer les vacances aux Maldives de Claire. De retour à La Rochelle, j'ai continué ma vie comme avant. Mais maintenant, j'avais un secret.
Un secret qui donnait une nouvelle dimension à chaque interaction avec Claire et Julien. Dans les mois suivants, Claire a continué ses manœuvres. Les visites, les suggestions, les insinuations sur ma santé déclinante. En novembre, elle a ramené les documents de procuration. « Henri, tu ne les as toujours pas signés. Ça fait des mois, c'est vraiment important. » « Je sais, Claire. Je vais m'en occuper bientôt. » « Bientôt quand? Tu dis ça depuis juin. » « Quand je serai prêt. » « Mais Henri, sois raisonnable. À ton âge, chaque jour compte. Si quelque chose t'arrive demain et que rien n'est organisé, si quelque chose m'arrive demain, tout est déjà organisé, Claire. Ne t'inquiète pas. » Elle ne savait pas à quel point c'était vrai. En décembre, j'ai commencé à écrire les lettres pour Julien. Pas 56 finalement. 23 semblait un nombre plus gérable. Chaque lettre prenait des heures, parfois des jours. Je racontais des souvenirs, sa naissance, ses premiers pas, son premier jour d'école, la fois où il avait gagné le concours de mathématiques régional et était rentré à la maison rayonnant de fierté. Je parlais de Madeleine, de comment elle l'aimait, de ses espoirs pour lui. J'incluais des leçons de vie, doucement formulées, jamais prédicatrices. Des citations de Proust, de Camus, d'autres auteurs que Madeleine aimait. J'expliquais mes valeurs. Pourquoi l'intégrité comptait plus que l'argent? Pourquoi le caractère était le vrai héritage qu'on laisse? Chaque lettre était un adieu à l'enfant qu'il avait été, au fils que j'avais espéré qu'il devienne. C'était douloureux à écrire, mais aussi cathartique. Puis, en janvier 2025, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis vraiment tombé malade. Ça a commencé par une toux, puis de la fièvre. En quelques jours, j'avais du mal à respirer. Jean-Pierre, inquiet de ne pas m'avoir vu pendant 2 jours, a frappé à ma porte. Il m'a trouvé dans mon lit, brûlant de fièvre, à peine conscient. « Henri, mon Dieu, j'appelle l'ambulance !» J'ai été hospitalisé à l'hôpital de La Rochelle avec une pneumonie sévère. À 84 ans, la pneumonie n'est pas une plaisanterie. J'ai passé 5 jours sous antibiotiques intraveineux, sous oxygène, dans une chambre où le temps semblait suspendu. Julien est venu, seul cette fois. Il s'est assis près de mon lit, tenant ma main, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de vraies larmes dans ses yeux. « Papa, j'ai eu tellement peur. Quand Jean-Pierre m'a appelé, j'ai cru que c'était fini. »« Pas encore, mon fils, » ai-je murmuré, ma voix faible. « Pas encore. Je suis désolé. Pour tout. Pour Claire. Pour la façon dont on t'a traité, pour... Chut, repose-toi. On parlera quand j'irai mieux. » Mais même dans ce moment, j'ai remarqué, Claire n'était pas venue. Elle avait envoyé des fleurs, probablement commandées par une secrétaire. Mais elle n'était pas là. Trop occupée, avait dit Julien. Mais je savais la vérité. Elle attendait de voir si cette pneumonie ferait son travail pour elle. Je me suis rétabli, lentement, mais sûrement. Les médecins ont été surpris. « Vous avez une constitution robuste, monsieur Beaumont. 5 jours à l'hôpital, puis 2 semaines de convalescence à la maison avec des visites quotidiennes d'une infirmière. C'est pendant ma convalescence que Claire a fait sa vraie move. Elle est venue seule, apportant du bouillon, acheté, pas fait maison, et son sourire le plus maternel. « Henri, tu nous as fait une de ces peurs, on a vraiment cru que c'était la fin. Désolé de vous décevoir. » Elle a ri, mais le rire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ne dis pas ça, mais ça montre bien qu'à ton âge, on ne peut pas être trop prudent. D'ailleurs, j'ai reparlé avec notre avocat. Il dit que maintenant, c'est vraiment le moment parfait pour régulariser tout ça. Le testament, la procuration, tout. Parce que franchement, Henri, si tu avais été moins chanceux avec cette pneumonie, tu veux dire si j'étais mort. Ne sois pas morbide. Mais oui, si tu étais décédé maintenant, sans avoir organisé tes affaires, ça aurait été un cauchemar pour Julien. Les droits de succession sur des propriétés comme les tiennes, c'est énorme. Mais si tu organises tout maintenant, si tu transfères certaines choses de ton vivant... » « Claire, je l'ai interrompue, la regardant directement. J'ai réfléchi beaucoup ces derniers jours.
À l'hôpital, quand on pense qu'on va peut-être mourir, on repense à sa vie, à ses priorités, à ce qui compte vraiment. Son visage s'est animé. Elle pensait que j'allais céder. Oui, exactement. Et tu as compris que la famille, c'est ce qui compte, non? J'ai compris beaucoup de choses et j'ai pris des décisions importantes. Oh, quelle décision? Sur mon testament, sur l'avenir de mon patrimoine. Tout est maintenant clairement organisé. Elle s'est penchée en avant, avide. Vraiment? Tu as finalement fait un testament propre? C'est merveilleux. Et tu peux m'en parler, histoire qu'on sache à quoi s'attendre? Non. Elle a cligné. Non? Non. C'est mon affaire privée. Vous le découvrirez en temps voulu. Son visage s'est durci. Henri, je trouve ça vraiment injuste. Julien est ton fils. Il a le droit de savoir. Il saura. Quand je serai mort. Pas avant. Tu es impossible. Elle a explosé, la colère perçant finalement complètement le masque. Tu es un vieil homme égoïste et obstiné qui ne pense qu'à lui. Tu te rends compte de ce que tu fais subir à ton fils? De l'angoisse, de l'incertitude. Je lui fais subir l'honnêteté, et apparemment c'est difficile à supporter. Elle est partie furieuse, claquant la porte. Dans mon journal, j'ai écrit « Claire perd complètement patience. Le masque est tombé. Elle a montré sa vraie nature. Cupidité pure, sans affection, sans respect. Parfait. Tout se met en place. » Les semaines suivantes ont été tendues. Claire ne venait plus. Julien appelait occasionnellement, des conversations courtes et mal à l'aise. Mais je savais qu'il complotait, qu'il cherchait des solutions, peut-être même qu'il consultait des avocats sur comment forcer une mise sous tutelle. Puis, début février, Claire a appelé. Sa voix était redevenue douce, contrôlée. Elle avait décidé de changer de tactique. « Henri, je m'excuse pour mon comportement la dernière fois. J'étais stressé, fatigué, je me suis emporté. Tu me pardonnes? » « Bien sûr, Claire. Écoute, j'ai réfléchi. Tu as raison. C'est ton affaire privée. On ne devrait pas te presser. Mais, et si on faisait quelque chose de différent? Et si on organisait une réunion officielle chez un notaire ou un avocat où tu pourrais présenter officiellement tes dernières volontés? Comme ça, tout serait clair, légalement enregistré. Et nous, on saurait que tout est en ordre, pas pour savoir combien on hérite. Mensonge. Mais juste pour avoir la tranquillité d'esprit que tout est organisé correctement. Qu'en dis-tu? C'était ma chance. L'occasion parfaite. C'est en fait une bonne idée, Claire. D'accord, organisons ça. Je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. Merveilleux! Je vais appeler notre avocat à Paris. Il peut descendre à La Rochelle? Non, j'utiliserai mon propre avocat ici. Pierre Lambert, un professionnel très respecté. Petite pause. D'accord. Si tu préfères. Je préfère. Je vais l'appeler et organiser une réunion. Je te rappelle avec la date. J'ai appelé Pierre Lambert immédiatement après. Pierre était un avocat de La Rochelle que je connaissais de réputation. Brillant, éthique, méticuleux. Je lui ai tout expliqué. Monsieur Beaumont, c'est une situation délicate. Vous voulez essentiellement organiser une lecture anticipée du testament? Exactement. Pour qu'ils voient ce qu'ils vont recevoir, ou plutôt, ce qu'ils ne vont pas recevoir. C'est inhabituel, mais légal. Et franchement, après ce que vous m'avez raconté, c'est justifié. D'accord, je le fais. Quand? Le plus tôt possible. Cette semaine? Jeudi, 14 heures. Mon bureau, rue des Gentilshommes. Parfait. J'ai rappelé Claire. C'est arrangé. Jeudi, 14 heures. Bureau de maître Pierre Lambert. Vous pouvez venir? Bien sûr, on sera là. Oh, Henri, c'est tellement mature de ta part d'organiser ça. Julien sera soulagé. Je suis sûr qu'il le sera, ai-je pensé, mais pas de la façon qu'elle imagine. Le mercredi soir, la veille de la réunion, j'ai appelé François. Demain, c'est le jour, la révélation. Tu es prêt, Henri? Plus que prêt. Je le fais pour Madeleine, pour tous les aînés abandonnés que j'ai vus dans ma carrière, pour la justice. Alors vas-y avec ma bénédiction et appelle-moi après. Je veux savoir comment ils ont réagi.
Ce jeudi matin, j'ai pris mon temps pour me préparer. Douche chaude, rasage soigné. Mon meilleur costume gris anthracite, celui que je portais pour les occasions solennelles quand j'étais notaire. Cravate bordeaux, chaussures cirées. Je me suis regardé dans le miroir. Un vieil homme, certes, mais un vieil homme digne, déterminé, avec l'autorité morale de toute une vie d'intégrité. C'est le moment, Madeleine, ai-je dit à son portrait. Aujourd'hui, je protège notre héritage. Aujourd'hui, je leur montre qui était vraiment Henri Beaumont. À 13h45, Jean-Pierre m'a conduit au bureau de Pierre Lambert. Nous avons roulé en silence, lui sentant la gravité du moment. « Tu veux que je reste, Henri, pour le soutien moral ?»« Non, mon ami, c'est quelque chose que je dois faire seul. Mais merci. Pour tout !» Le bureau de maître Pierre Lambert occupait le 2e étage d'un élégant bâtiment du XVIIIe siècle, rue des Gentilshommes, dans le cœur historique de La Rochelle. La salle de réunion avait de hautes fenêtres donnant sur le vieux port, des boiseries sombres, une longue table en acajou. C'était solennel, formel, parfait pour ce qui allait se passer. Pierre m'a accueilli chaleureusement. « Monsieur Beaumont, vous êtes prêt ?»« Absolument. J'ai préparé tous les documents. Copie certifiée du testament de Bordeaux, les évaluations psychiatriques, tout. Ils ne pourront rien contester. » Excellent. À 14h précises, la porte s'est ouverte. Claire est entrée en premier, immaculée dans un tailleur Chanel beige, portant son sac Birkin, 40 000 € minimum, des escarpins Louboutin. Elle souriait, confiante, sûre que cette réunion allait confirmer sa victoire prochaine. Julien la suivait, en costume sombre, l'air nerveux. Il m'a regardé, a tenté un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « Bonjour, papa. » « Bonjour, Julien, Claire. » Ils se sont assis de l'autre côté de la table. Pierre s'est installé en bout de table, ouvrant un dossier de cuir. « Bien, » a commencé Pierre avec la formalité caractéristique des avocats français, « nous sommes ici pour la présentation officielle des dernières volontés de M. Henri Beaumont. M. Beaumont m'a demandé d'expliquer le contenu de son testament, actualisé et enregistré le 23 octobre 2024 chez maître François Durand, notaire à Bordeaux. » Claire a froncé légèrement les sourcils. « Bordeaux ? Pourquoi Bordeaux ? » ?»« Pour des raisons de confidentialité et d'impartialité, » ai-je répondu calmement. Pierre a continué. « Le testament est juridiquement irrévocable, soutenu par 3 évaluations psychiatriques indépendantes attestant de la pleine capacité mentale de M. Beaumont, ainsi qu'un enregistrement vidéo complet de la signature. Passons maintenant au contenu. » Julien s'est agité sur sa chaise. Claire s'est penchée en avant, attentive. Article 1er, concernant la résidence principale de M. Beaumont, située 47 rue Saint-Nicolas à La Rochelle, évaluée à 420 000 €. Cette propriété sera vendue après le décès de M. Beaumont. Le produit de la vente sera divisé en 3 parts égales destinées à l'abrigo Saint-Joseph pour personnes âgées de La Rochelle, la bibliothèque municipale de La Rochelle pour création d'un fonds permanent en mémoire de Madame Madeleine Beaumont et un fonds de bourse pour étudiants en droit administré par l'Université de Bordeaux. Le silence était total. Claire avait cessé de respirer. Article 2. Concernant la propriété de M. Beaumont à l'île de Ré, à Saint-Martin, évaluée à 850 000 €. Cette propriété sera donnée à la mairie de Saint-Martin-de-Ré avec la condition expresse et irrévocable qu'elle soit transformée en centre culturel public gratuit en mémoire de Madame Madeleine Beaumont. Le visage de Claire était devenu blanc comme un linge. Article 3. Le véhicule Peugeot 504, année 1982, sera légué à Monsieur Jean-Pierre Moreau, voisin et ami, en reconnaissance de ses années de soutien et de compagnie des intéressés. Attends. Claire a commencé, mais Pierre l'a ignoré, continuant.
Article 4. Tous les comptes bancaires, investissements et liquidités de M. Beaumont, totalisant approximativement 350 000 euros, seront utilisés pour financer les legs ci-dessus et pour créer un fonds de dotation permanent pour la Fondation des aînés abandonnés de Charente-Maritime, une organisation aidant les personnes âgées en situation d'abandon familial. Quoi? Claire s'est levée d'un bond. C'est une blague? Henri, tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je l'ai fait. Pierre a continué, imperturbable. Article 5. L'assurance vie de M. Beaumont, d'un montant de 80 000 euros, sera également versée à la Fondation des aînés abandonnés. Julien avait fermé les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Article 6. À son fils, Julien Beaumont, M. Henri Beaumont lègue 23 lettres personnelles manuscrites, des albums photographiques de famille, les correspondances entre M. Beaumont et son épouse Madeleine pendant leur fiançailles et les alliances de mariage de la famille Beaumont sur 4 générations. M. Beaumont lègue également à son fils l'opportunité de réflexion profonde sur les valeurs de caractère, d'intégrité et le véritable sens de la famille. Des lettres? Claire criait maintenant. Tu laisses des lettres à ton fils? Pas d'argent, pas de propriété, des putains de lettres? Claire, s'il vous plaît, du calme, a dit Pierre fermement. Article 7 et dernier. Pierre a lu lentement, me regardant pour confirmation. J'ai hoché la tête. À sa belle-fille, Madame Claire Beaumont, Monsieur Henri Beaumont ne lègue aucun bien matériel. Il lègue cependant la déclaration suivante, enregistrée officiellement. Elle a confondu mon éducation avec de la faiblesse. Elle a confondu mon âge avec de la naïveté. Elle a confondu ma patience avec de l'ignorance. Ce testament est la correction de cette confusion. Le silence qui a suivi était assourdissant. Claire tremblait de rage. Julien pleurait ouvertement maintenant. C'est absurde. Claire a explosé. Henri, tu es sénile, ce testament ne tient pas. On va le contester, on va... Pierre l'a coupé avec une voix glaciale. Madame, ce testament a été rédigé avec la lucidité totale et documentée de M. Beaumont. 3 psychiatres ont attesté de sa pleine capacité mentale. La signature a été filmée, avec M. Beaumont expliquant en détail chaque décision, citant des codes juridiques, démontrant une compréhension parfaite de chaque implication. Il a été enregistré chez un notaire de Bordeaux sous toutes les formalités légales françaises, avec témoins irréprochables. Ce testament est absolument incontestable. Tout avocat compétent vous le dira. Claire s'est tournée vers moi, furieuse. Tu ne peux pas faire ça, nous nous sommes occupés de toi. Nous? Occupés? Je me suis levé lentement, m'appuyant sur la table, la regardant directement. Vous vous êtes occupé de moi? Ou vous avez comploté ma mort en buvant mon vin? Elle est restée bouche bée. Julien, j'ai dit, me tournant vers mon fils. Tu te souviens de ce soir, en mars, le dîner chez moi, quand je suis allé à la cuisine? Il a levé les yeux, confus, effrayé. J'ai entendu. J'ai tout entendu. Il a 84 ans, il ne va pas durer longtemps, toute cette propriété va où? Tu te souviens? Son visage est devenu cendré. Vous pensiez que j'étais sourd, sénile, un vieil idiot facile à manipuler? Ma voix est restée calme, mais ferme. J'ai passé 42 ans comme notaire, 42 ans. J'ai vu des centaines de familles exactement comme vous. Des enfants qui attendent impatiemment l'héritage, des belles-filles calculatrices, des vieux parents traités comme des obstacles à éliminer. Et j'ai juré que quand mon tour viendrait, je saurais exactement comment agir. Je me suis redressé autant que mon arthrite le permettait. Vous avez confondu mon éducation avec de la faiblesse. Vous avez vu ma politesse et pensé que j'étais stupide. Vous avez vu mon âge et pensé que j'étais impuissant. Mais pendant que vous complotiez, pendant que vous planifiez, pendant que vous me traitiez comme un obstacle financier, moi j'observais. Je documentais, je préparais, et maintenant le jeu est terminé. Claire tremblait de rage. Tu es un monstre, un vieil homme cruel et vengeur. Comment peux-tu faire ça à ton propre fils? Cruel, j'ai secoué la tête lentement. Non, Claire, cruel,
c'est chuchoter sur la mort de quelqu'un pendant qu'il prépare le café. Cruel, c'est essayer de convaincre un père qu'il perd la tête pour voler son autonomie. Cruel, c'est voir les gens comme des comptes bancaires avec des jambes. Moi, je suis juste. Il y a une différence. Je me suis tourné vers Julien. Mon fils, tu as eu des choix. À chaque étape, tu as eu des choix. Quand Claire chuchotait dans mon dos, tu aurais pu la défendre. Quand elle essayait de me manipuler, tu aurais pu dire non. Quand elle complotait pour voler ma dignité, tu aurais pu choisir ton père plutôt que ta femme. Mais à chaque fois, tu as choisi le silence. Tu as choisi la complicité. Tu as choisi la cupidité. Papa, Sa voix était brisée. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je sais que tu l'es. Maintenant que tu vois les conséquences. Mais où étaient ces regrets il y a 6 mois, il y a 1 an, quand tu me regardais comme un obstacle entre toi et l'argent? Je n'ai jamais voulu. Si, tu as voulu. Peut-être pas consciemment. Peut-être que tu te racontais des histoires pour te sentir mieux. Mais dans ton cœur, tu attendais ma mort. Vous l'attendiez tous les deux. Et maintenant que cette mort ne vous apportera rien, maintenant vous êtes désolés. Claire a essayé une dernière tactique, se tournant vers Pierre. Ce testament ne peut pas être légal. Il y a des lois sur la réserve héréditaire en France. Les enfants ont droit à une part minimale. Pierre a secoué la tête. En droit français, la réserve héréditaire existe effectivement. Pour un enfant unique, elle représente la moitié du patrimoine. Cependant, M. Beaumont ne déshérite pas techniquement son fils. Il lui lègue des biens de valeur sentimentale et historique considérables. De plus, la loi permet des donations entre vifs et des dispositions testamentaires qui réduisent considérablement la masse successorale. Les dons aux institutions caritatives, les legs à des œuvres d'utilité publique, sont parfaitement légaux et même encouragés fiscalement. Un juge français examinerait ce testament et y verrait un homme généreux faisant don de sa fortune à des causes nobles. Pas un père punissant son fils. C'est exactement ce que c'est. Une punition. Claire hurlait maintenant. Non, ai-je dit calmement. C'est une leçon que votre génération a désespérément besoin d'apprendre, que les personnes âgées ne sont pas des distributeurs automatiques de billets, que la famille ne se résume pas à l'héritage, que le respect ne se négocie pas. J'ai pris ma canne, me préparant à partir. Julien, les lettres que je t'ai laissées sont dans un coffre chez Maître Durand à Bordeaux. Tu recevras les instructions pour y accéder après mon décès. Je te suggère de les lire, toutes. Peut-être qu'elles t'enseigneront ce que j'ai échoué à t'enseigner de mon vivant. Papa, attends. Julien s'est levé, tendant la main vers moi. Je me suis arrêté, me retournant une dernière fois. Julien, tu peux encore apprendre. Tu peux encore devenir l'homme que ta mère et moi espérions que tu deviendrais. Mais ça ne viendra pas de l'argent. Ça viendra de la réflexion, du travail sur toi-même, du choix conscient de placer le caractère au-dessus de la convenance. J'ai regardé Claire une dernière fois. Quant à vous, madame, vous avez révélé exactement qui vous êtes. Et maintenant, le monde entier le sait. Ce testament est un document public. N'importe qui peut le consulter. Votre cupidité, votre manipulation, votre mépris pour un vieil homme, tout est là, noir sur blanc, dans mes déclarations officielles. Son visage est devenu livide. Elle n'avait pas pensé à ça, que le testament serait public, que ses amis de Paris, sa famille, ses collègues pourraient tous lire comment elle avait traité son beau-père âgé. Je me suis dirigé vers la porte. Pierre m'a ouvert, me faisant un signe de tête respectueux. « Monsieur Beaumont, si vous avez besoin de quoi que ce soit, merci, maître Lambert. Vous avez été parfait. » En sortant, j'ai entendu Claire exploser derrière moi. « On va contester, on va trouver un moyen, on ne va pas laisser faire ça. » Mais sa voix sonnait creuse. Elle savait, ils savaient tous les deux. C'était fini. Jean-Pierre m'attendait dans sa voiture. Un regard sur mon visage lui a suffi. « C'est fait ? C'est fait. » Il a démarré, conduisant lentement à travers les rues historiques de La Rochelle. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait rien à dire.
Tout avait été dit. De retour à la maison, je me suis assis dans le fauteuil de Madeleine, regardant le portrait. C'est fini, mon amour. J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai protégé ma dignité. J'ai protégé notre héritage. Et peut-être que j'ai donné à Julien une chance d'apprendre ce qui compte vraiment. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Un sommeil sans cauchemar, sans anxiété, sans peur. Le sommeil de quelqu'un qui a fait ce qui devait être fait. Les jours suivants ont apporté exactement ce que j'attendais. Claire a embauché des avocats. Un cabinet prestigieux de Paris spécialisé dans les contestations de testament. Ils ont envoyé des lettres officielles, exigeant des évaluations psychiatriques supplémentaires, alléguant influence indue de François, questionnant ma capacité mentale au moment de la rédaction. Pierre Lambert a répondu avec une efficacité glaciale. Il leur a envoyé copie des 3 évaluations psychiatriques, transcription complète de la vidéo de signature, témoignages de mes voisins et amis attestant de ma lucidité, mon historique médical complet, et même des lettres de mes anciens collègues notaires confirmant que j'étais aussi sharp mentalement qu'à 40 ans. Les avocats parisiens ont vite compris qu'ils se battaient contre un mur de béton juridique. Mais Claire insistait. Elle a dépensé des dizaines de milliers d'euros à chasser une victoire impossible. En avril 2025, j'ai reçu une information inattendue. François m'a appelé, sa voix grave. « Henri, il y a eu un développement intéressant dans l'affaire. Les avocats de Claire ont embauché un investigateur privé pour fouiller ton passé. Chercher n'importe quelle preuve d'instabilité mentale, de problèmes financiers cachés, d'addiction, n'importe quoi qui pourrait justifier l'invalidation du testament. Et l'investigateur a trouvé quelque chose, mais pas sur toi, sur Claire. » Mon cœur s'est accéléré. Quoi? Apparemment, Claire entretient une relation extra-conjugale depuis plus de 3 ans avec un certain Marc Dubois, 32 ans, soi-disant entrepreneur, mais sans activité professionnelle vérifiable. Il vit dans un appartement du 17e arrondissement parisien dont le loyer, 12 000 € mensuels, est payé par un compte joint au nom de Claire et Julien. Je suis resté silencieux, absorbant l'information. « Il y a plus », continua François. L'investigateur, qui apparemment a quelques principes éthiques malgré sa profession, a été choqué par cette découverte. Il a vérifié plus profondément. Claire a aussi fait plusieurs virements importants de ce compte joint vers des comptes à l'étranger, probablement pour cacher l'argent avant un divorce éventuel. On parle de 150 000 € au minimum. Mon Dieu! L'investigateur a reporté tout ça au tribunal, comme il est légalement obligé de le faire puisque ça implique des fonds matrimoniaux dans une procédure de succession contestée. Julien a été notifié hier. J'ai fermé les yeux. Pauvre Julien. Il avait trahi son père pour une femme qui le trahissait depuis des années. Comment a-t-il réagi? Je ne sais pas encore. Mais son avocat a contacté Pierre ce matin pour dire que Julien se retire officiellement de toute contestation du testament. Il ne s'associe plus aux actions de Claire. Je vois. Henri, tu savais? Pour Marc Dubois? Non, mais ça ne me surprend pas. Les gens comme Claire, ils sont incapables de loyauté réelle envers qui que ce soit. Cette révélation a tout changé. Les avocats de Claire ont conseillé d'abandonner, voyant que leurs propres investigations avaient explosé à leur visage. Claire elle-même était maintenant dans une position défensive, devant expliquer les virements suspects, la relation extra-conjugale, l'utilisation frauduleuse des fonds matrimoniaux. En juillet, après avoir dépensé plus de 120 000 € en frais d'avocat, Claire a finalement signé les documents d'abandon de la contestation. Le testament était définitivement validé et inattaquable. Pierre m'a appelé avec la nouvelle. « C'est terminé, Henri, victoire complète. » « Ce n'est pas une victoire, » ai-je répondu doucement. « C'est juste de la justice, mais ce n'était pas vraiment fini, parce qu'il restait Julien. » 3 semaines après la découverte de la trahison de Claire, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. « Papa ?»
La voix était cassée, à peine reconnaissable. C'est Julien. Julien, comment vas-tu? Je ne vais pas bien, papa. Je ne vais pas bien du tout. Où es-tu? À Nantes. J'ai quitté Paris. J'ai quitté Claire. J'ai quitté tout. Tu veux qu'on se voie? Un long silence. Puis, tu accepterais? Après tout ce que j'ai fait? Tu es mon fils, Julien. Tu seras toujours mon fils. Viens à La Rochelle. On parlera. Il est venu le week-end suivant. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu l'homme devant moi. Julien avait perdu au moins 10 kilos. Il avait des cernes profonds sous les yeux. Ses vêtements, autrefois toujours impeccables, étaient froissés. Il ressemblait à quelqu'un qui avait été détruit et essayait de se reconstruire à partir de rien. « Papa », il a dit. Et puis il s'est effondré dans mes bras, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. Je l'ai tenu, ce fils que j'avais déshérité, que j'avais puni, mais que j'aimais encore. Parce que c'est ça, l'amour parental. Ça ne disparaît jamais complètement, même quand tout le reste a disparu. Nous nous sommes assis dans le salon. J'ai préparé du thé. Nous sommes restés en silence pendant longtemps. Finalement, Julien a parlé. Je ne savais pas, pour Marc, pour l'argent caché, pour rien de tout ça. Je te crois. Mais ça ne change rien, n'est-ce pas? Même sans savoir ça, j'ai fait des choses terribles. Je t'ai trahi, j'ai trahi maman, j'ai trahi tout ce que vous m'avez enseigné. Oui. Il a flinché à ma franchise, mais il avait besoin de l'entendre. Julien, laisse-moi te raconter quelque chose. Quelque chose que ta mère m'a écrit quand elle était à l'hôpital, pendant sa chimiothérapie. J'ai sorti la lettre de Madeleine que j'avais gardée toutes ces années, celle qu'elle avait écrite pendant que je ne pouvais pas lui rendre visite à cause d'une urgence au travail. Je l'ai lue à haute voix, chaque mot résonnant dans le silence. Quand je ne serai plus là, ne laisse pas qu'on te prenne ta dignité. Quand j'ai terminé, Julien pleurait à nouveau. Elle savait. Maman savait déjà. Elle avait vu clair pour ce qu'elle était. Oui, elle me l'avait dit. Je n'ai pas voulu vraiment écouter à l'époque. Je pensais qu'elle était juste protectrice. Mais elle avait raison. J'aurais dû l'écouter. Oui, tu aurais dû. Papa, les lettres. Les lettres que tu as écrites pour moi. Est-ce que je peux les lire maintenant, même si tu es encore vivant? J'ai réfléchi un moment. Puis, non. Ces lettres sont pour après ma mort. Elles font partie de ton héritage. Et cet héritage ne se réclame qu'après mon départ. Mais je peux te dire ce qu'elles contiennent en essence. S'il te plaît. Elles parlent de qui tu étais. L'enfant merveilleux, curieux, bon que tu étais. Elles parlent des moments où j'étais fier de toi. Elles parlent de ce que ta mère et moi espérions pour toi. Et elles parlent des leçons que j'ai essayé de t'enseigner. Que le caractère compte plus que l'argent, que la dignité ne se négocie pas, que la vraie richesse est dans les relations authentiques, pas dans les comptes en banque. J'ai tout oublié de ça. J'ai laissé Claire me convaincre que l'argent était tout ce qui comptait. Alors réapprends. Il n'est jamais trop tard pour réapprendre. Mais le testament, papa, tu m'as complètement déshérité. Et tu as raison de l'avoir fait. Je ne mérite rien. Le testament reste tel qu'il est, je ne le changerai pas. Il a hoché la tête, acceptant. Je comprends, je ne le demande pas. Je ne suis pas venu pour ça. Pourquoi es-tu venu? Parce que j'ai besoin de mon père, pas de ton argent, pas de tes propriétés, de toi, de ton conseil, de ta sagesse, de ta présence. J'ai perdu 10 ans à traiter comme un obstacle financier. Et maintenant je réalise que tu es la seule personne au monde qui m'ait jamais vraiment aimé sans condition. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Julien, écoute-moi bien, je ne changerai pas le testament. Cet argent ira aux institutions que j'ai choisies, aux gens qui en ont vraiment besoin. Mais toi et moi, nous pouvons reconstruire quelque chose. Pas basé sur l'héritage, basé sur le respect mutuel, sur l'honnêteté, sur l'amour réel, pas transactionnel. C'est tout ce que je veux, papa, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alors c'est ce que nous allons faire, lentement, pas à pas, reconstruire ce qui a été cassé. Il est resté à La Rochelle ce week-end-là. Nous avons marché le long du port, nous avons joué aux échecs comme quand il était adolescent.
Nous avons cuisiné ensemble la recette de bœuf bourguignon de Madeleine. Nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Il m'a raconté son mariage avec Claire, comment il était devenu progressivement un accessoire dans sa vie à elle, comment elle prenait toutes les décisions, comment il s'était senti de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant, comment l'obsession de l'argent était venue de sa peur d'être encore plus diminué financièrement. Ce n'est pas une excuse, a-t-il dit, c'est juste une explication. J'ai été faible, j'ai été lâche, j'ai trahi mes propres valeurs par peur et par cupidité. Le fait que tu le reconnaisses est déjà un grand pas. Dans les mois qui ont suivi, Julien a vraiment changé. Il a divorcé de Claire, un processus laid et amer, avec bataille sur l'argent, le partage des biens, les accusations mutuelles. Claire a dû rembourser une partie de l'argent qu'elle avait détourné. Marc Dubois a disparu dès que l'argent s'est tari, prouvant qu'il n'était là que pour la fortune aussi. Julien s'est installé à Nantes, plus proche de La Rochelle. Il a trouvé un nouvel emploi avec un salaire inférieur, mais des valeurs d'entreprise qui correspondaient mieux à ce qu'on lui avait enseigné. Il a commencé une thérapie pour traiter sa codépendance et ses problèmes d'estime de soi. Et il a commencé à me rendre visite régulièrement, 1 fois par mois au début, puis 2 fois, puis chaque week-end. Nous marchions le long du port, nous jouions aux échecs avec Pierre, qui a accueilli Julien avec une prudence bienveillante. Nous jardinions ensemble, nous cuisinions. Nous parlions de Madeleine, partageant des souvenirs, pleurant ensemble notre perte commune. Lentement, très lentement, quelque chose se reconstruisait entre nous. Pas la relation père-fils d'avant, celle-là était morte, impossible à ressusciter, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur l'honnêteté brutale, sur l'acceptation mutuelle des erreurs passées, sur un respect gagné plutôt qu'automatique. 1 an après la lecture du Testament, nous étions assis dans mon jardin par une belle après-midi d'été. Julien aidait à tailler les rosiers que Madeleine avait plantés il y a 30 ans. « Papa, a-t-il dit soudainement, je ne veux pas que tu changes le testament. » J'ai levé les yeux, surpris. Je ne comptais pas le faire. Je sais, mais je veux que tu saches que même si tu le proposais, je refuserais. Cet argent, ces propriétés, ils doivent aller où tu as décidé, aux aînés abandonnés, aux étudiants sans ressources, au centre culturel en mémoire de maman. C'est juste, c'est ce qui devrait arriver. Tu en es sûr? Absolument. Tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux que l'argent, papa. Tu m'as donné une leçon que je n'oublierai jamais. Tu m'as forcé à me confronter à qui j'étais devenu. Tu m'as donné la possibilité de devenir quelqu'un de meilleur. Ça vaut tous les millions du monde. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Pour la première fois depuis la mort de Madeleine, c'étaient des larmes de joie. Alors tu as finalement compris. J'ai compris. Trop tard pour récupérer ce que j'ai perdu, mais assez tôt pour construire quelque chose de nouveau. Ce n'est jamais trop tard, mon fils. Nous avons continué à jardiner en silence. Un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre les gens qui se comprennent vraiment. Aujourd'hui, à 85 ans, je vis toujours dans ma maison de La Rochelle. Ma santé est stable. L'arthrite me ralentit, mais ne m'arrête pas. Je continue mes routines. Café et croissant chez Madame Dutheil, promenade le long du port, échecs avec Pierre, jardinage, lecture. Jean-Pierre vient régulièrement me conduire dans sa voiture, plus pour la compagnie que par nécessité. Nous allons parfois à l'île de Ré, visiter la maison qui sera bientôt un centre culturel. Je l'imagine rempli de gens, familles, enfants, artistes, créant des souvenirs heureux. Madeleine aurait adoré ça. Julien me rend visite presque chaque week-end maintenant. Il a rencontré quelqu'un, une femme nommée Sophie, professeure d'histoire dans un lycée de Nantes. Elle est gentille, authentique, pas du tout intéressée par l'argent. Ils viennent dîner ensemble. Sophie et moi parlons de littérature et d'histoire pendant que Julien cuisine. C'est paisible. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre, manuscrite, postée de Paris.
Pas de nom d'expéditeur, mais je savais qu'il l'avait envoyé avant même de l'ouvrir. Henri, je sais que vous ne voulez probablement plus jamais entendre parler de moi. Je ne vous contacte pas pour demander pardon, je ne le mérite pas. Je ne vous contacte pas pour contester le testament. Mes avocats m'ont fait comprendre que ce serait inutile. J'écris juste pour dire que vous aviez raison. Surtout, j'étais cupide, j'étais manipulatrice. J'ai vu en vous un obstacle, pas une personne. J'ai traité Julien comme un outil, pas comme un partenaire. J'ai construit ma vie sur l'argent et le statut, et maintenant que tout s'est effondré, je me retrouve seul, sans rien de réel. Marc est parti dès que l'argent a disparu. Mes amis à Paris m'évitent maintenant que l'histoire de notre bataille testamentaire est devenue publique. Ma propre famille est honteuse de moi. Je vis maintenant à Monaco avec un homme plus âgé et très riche. Je fais exactement ce que j'ai toujours fait. Et je me déteste pour ça. Vous m'avez dit un jour que je n'apprendrai jamais. Peut-être que vous avez raison. Mais au moins, maintenant, je vois qui je suis. Et c'est quelqu'un que je n'aime pas. Claire. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis, je l'ai pliée et rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Certaines personnes apprennent. D'autres ne font que voir sans changer. Claire voyait maintenant, mais je doutais qu'elle change jamais vraiment. La semaine dernière, j'ai visité la Fondation des aînés abandonnés pour la première fois officiellement, ne me cachant plus comme je le faisais avant. La directrice, Madame Laurence Petit, m'a accueilli avec émotion. « Monsieur Beaumont, c'est un honneur immense. Votre futur don va transformer notre capacité à aider les personnes âgées abandonnées. » Elle m'a fait visiter les installations. J'ai vu des personnes âgées, certaines même plus jeunes que moi, qui avaient été abandonnées par leur famille. Une femme de 78 ans dont les enfants n'avaient pas appelé depuis 5 ans. Un homme de 82 ans dont le fils avait vidé son compte bancaire, puis disparu. Une dame de 86 ans qui avait tout donné à sa fille, se retrouvant ensuite dans la rue. Chaque histoire était un écho de ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas agi. Ces gens, a dit Madame Petit, ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un se soucie. Votre donation va leur donner ça. En quittant la fondation, j'ai ressenti une profonde paix. Mon argent allait faire une différence réelle. Pas financer des vacances aux Maldives ou des sacs Hermès, mais redonner de la dignité à des gens qui l'avaient perdue. Ce soir, assis dans le fauteuil de Madeleine, regardant le soleil se coucher sur l'océan à travers ma fenêtre, je pense à tout ce chemin parcouru. Il y a 2 ans, j'étais un vieil homme observant son fils et sa belle-fille comploter sa mort pour l'argent. Aujourd'hui, je suis un vieil homme en paix avec ses décisions, réconcilié avec son fils, non pas par l'argent, mais par l'amour authentique, et préparant un héritage qui changera des vies. Madeleine, je murmure à son portrait, j'ai tenu ma promesse. J'ai protégé ma dignité jusqu'au bout. J'ai transformé la trahison en justice. J'ai donné à Julien la chance d'apprendre. Et j'ai fait en sorte que notre argent, gagné honnêtement ensemble, aide vraiment ceux qui en ont besoin. Le soleil descend, peignant le ciel de ces roses et oranges qu'elle aimait tant. Et je souris. Parce qu'envlir n'est pas perdre du pouvoir, c'est apprendre quand l'utiliser. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette longue histoire, de ce voyage à travers la trahison familiale, l'observation patiente, la justice méticuleusement planifiée et la rédemption partielle, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de parents. Nous avons des centaines de témoignages réels comme celui d'Henri Beaumont, des pères et des mères qui ont affronté l'ingratitude de leurs enfants, la cupidité de leur famille, le manque de respect envers leur vieillesse et qui ont renversé la situation avec dignité, intelligence et courage. Racontez-nous dans les commentaires. Pensez-vous qu'Henri Beaumont a fait ce qu'il fallait? Feriez-vous la même chose à sa place? Connaissez-vous quelqu'un qui traverse une situation similaire? De quelle ville nous regardez-vous en ce moment?
Et si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti de la colère contre Claire, si vous avez pleuré avec Julien, si vous vous êtes identifié au parcours d'Henri, alors partagez cette vidéo. Parce qu'il y a des millions de personnes âgées dans le monde entier qui sont actuellement manquées de respect, volées, manipulées, traitées comme des poids financiers par leur propre famille. Et elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe de la justice, que la dignité, toujours, finit par prévaloir. Rappelez-vous cette leçon qu'Henri Beaumont nous laisse à tous. La vraie famille ne se définit pas par le sang ou par l'ADN. Elle se définit par le respect, par la présence authentique, par un amour qui ne calcule jamais, par des soins qui ne facturent jamais. Et ceux qui confondent la vieillesse avec la faiblesse, qui confondent la générosité avec l'obligation, qui confondent la patience avec l'ignorance, ceux-là finissent par découvrir, souvent trop tard, qu'ils avaient complètement tort. Parce qu'il y a un pouvoir immense dans la dignité, il y a une force indestructible dans l'intégrité, il y a une victoire certaine dans la justice. Le respect ne s'hérite pas, le respect se conquiert. Chaque jour, par nos actions, par nos choix, par la manière dont nous traitons ceux qui sont vulnérables, et ceux qui perdent ce respect perdent absolument tout. Un fort abraço de La Rochelle, France, de la part d'Henri Beaumont et de toute l'équipe de Histoire de parents. Et n'oubliez jamais, vieillir n'est pas perdre du pouvoir, c'est apprendre quand, comment et pourquoi l'utiliser. À la prochaine histoire. Et que votre vieillesse, quand elle viendra, soit entourée de respect authentique, de dignité inébranlable et d'un amour véritable. Au revoir.